Bonjour à tous, bonjour Bernard Guetta. Le président ukrainien sera donc en déplacement aujourd'hui à Berlin, puis à Paris en fin d'après-midi. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron vont signer ensemble un accord de sécurité bilatérale. Concrètement, il s'agit de quoi ? Écoutez, concrètement, il va s'agir d'une augmentation des fournitures d'armement par la France, d'une augmentation du nombre de soldats ukrainiens formés par la France et peut-être, sans doute, probablement, du lancement d'une coopération entre l'Ukraine et la France dans la production d'armement. 3 grandes têtes de chapitre. La question des livraisons aussi d'avions de chasse, ça a longtemps fait débat. Est-ce que la France doit franchir ce pas ? Si vous me demandez mon opinion personnelle, je vous répondrai que oui. Je crains que malheureusement ce ne soit pas le cas, qu'on en reste à la fourniture un peu collective, même tout à fait collective, de F-16, d'avions américains. Oui, mais pour ma part, j'aimerais que la France... Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que c'est une ligne rouge vis-à-vis de la Russie ? Non, parce qu'on ne peut pas tout faire, premièrement. On ne peut pas tout faire. Tout ça coûte de l'argent, beaucoup moins que si nous avions demain à résister à une véritable poussée de l'armée russe sur les pays baltes, par exemple. Les pays baltes, aujourd'hui, craignent véritablement une poussée de l'armée russe sur leurs frontières, sans doute à tort pour les mois qui viennent, mais sans doute à raison si la Russie gagnait en Ukraine dans les années qui viennent. Alors justement, les services secrets estoniens, il y a quelques jours, ont mis en garde contre une confrontation longue qui pourrait avoir lieu entre la Russie et l'OTAN. Vous y croyez vraiment ? Ils disent dans les 10 ans à venir. Mais vous savez, c'est extrêmement simple. Si M. Poutine, non seulement n'est pas arrêté en Ukraine, mais n'est pas ramené aux frontières internationale reconnue entre l'Ukraine et la Russie. Donc, si M. Poutine ne perd pas cette guerre, eh bien, évidemment que dans une poignée d'années, en vérité très peu de temps, il se dira si j'ai gagné en Ukraine, pourquoi est-ce que je ne vais pas récupérer d'autres terres qui appartenaient dans les temps passés à l'Empire russe, comme par exemple les Pays-Baltes. Souvenons-nous que la Finlande, les Pays-Baltes, un gros tiers de la Pologne, eh bien, étaient partie intégrante dans l'histoire de l'Empire russe. Mais c'est... Pardon, encore une phrase. Et Vladimir Poutine n'a jamais caché, mais jamais, il l'a écrit, il le dit constamment, que son objectif est la reconstitution des frontières de l'Empire russe. Ne nous berçons pas d'illusions là-dessus. Vous dites cette guerre, il doit la perdre. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de la gagner ? Non, ça je ne pense pas. Il va marquer des points. Dans les jours qui viennent, très probablement, mais je le crains aussi dans les semaines qui viennent, parce qu'aujourd'hui, et c'est tout le drame de la situation, les Ukrainiens manquent de munitions. Alors, quel que soit votre courage, quelle que soit votre détermination, si vous n'avez pas de munitions et que vous êtes confronté à un déluge de feu, oui, vous reculez. Donc, il va y avoir très vraisemblablement des avantages des Russes sur le terrain, mais gagner la guerre, ils en sont très très loin, et je ne pense pas qu'ils le puissent. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit reprendre contact avec Vladimir Poutine ? Ça fait désormais près d'1 an et demi que les deux hommes ne se sont pas parlé. Est-ce que ça servirait à quelque chose ou pas ? Écoutez, si Vladimir Poutine marquait des signes d'évolution de sa politique, oui, pourquoi pas, mais ça ne se pose malheureusement pas du tout aujourd'hui. Poutine n'arrête pas de répéter que ses objectifs de guerre sont... la reconquête, parce qu'à ses yeux, c'est une reconquête. La reconquête de l'Ukraine. Donc ça ne sert à rien de lui téléphoner ? Écoutez, vraiment, je ne vois pas... non. Évidemment, je ne vois pas. Il y a un an, dans votre ouvrage, dans un de vos ouvrages, vous écriviez que Vladimir Poutine était mort politiquement. Oui. Il est toujours là. On le disait, il n'a pas perdu cette guerre. Et il va très probablement, dans un mois, au mois de mars, être réélu pour un nouveau mandat à la tête de la Russie. Il n'est pas mort politiquement, Vladimir Poutine. Mais si. Pourquoi est-ce qu'il est mort politiquement ? Vous n'êtes pas trompé. Parce que non, vraiment, ça, je ne le crois pas du tout. Je crois que son soutien dans la population ne cesse de reculer. Mais vous savez, on le voit à des signes très... Je vous donne un exemple. Le Kremlin s'était dit, il y a quelques semaines, tiens, il nous faudrait une opposition de Sa Majesté pour donner un peu de crédibilité à cette élection présidentielle. Donc, ils ont poussé la candidature d'un homme qui avait été dans l'opposition libérale il y a 20 ans, qui s'était rapproché du Kremlin. Enfin, bref, peu importe. Ce monsieur, il l'autorise
a lancé une candidature. Et le candidat en question dit, mais voilà, moi je m'oppose à la guerre, je ferai libérer dès le premier jour de mon pouvoir tous les prisonniers politiques. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, on a des queues de dizaines et de dizaines de mètres devant les bureaux de cet homme, de gens qui, à visage découvert, viennent donner leur signature, parce qu'il faut 100 000 signatures pour pouvoir se présenter. Donc, il y a une envie. Mais bien sûr qu'il y a une envie. Il y a quelques jours, l'ancien président américain Donald Trump, qui est candidat à un nouveau mandat, a expliqué qu'il encouragerait la Russie à faire tout ce qu'elle veut à un pays membre de l'OTAN si ce pays ne tient pas ses engagements en matière financière, notamment. La réélection de Donald Trump, pour vous, ça signerait la mort de l'OTAN ? Pas la mort immédiate, mais Trump décrédibiliserait l'OTAN comme il a commencé à le faire, mais sous son mandat. Vous notez que je n'ai pas envie de dire son premier mandat, tellement je ne souhaite pas qu'il y en ait un deuxième. Enfin, disons son mandat des années 2016 et quelques. Oui, bien sûr que Trump veut complètement tuer l'Alliance Atlantique, parce qu'à ses yeux, ça ne sert rigoureusement à rien, premièrement. Et deuxièmement, il nous déteste, nous tous, les Européens. Il nous déteste. Oui, il nous déteste pour une raison très simple, c'est qu'il considère que l'Union européenne, l'unité des Européens, a été créée uniquement, c'est ce qu'il dit constamment, uniquement pour faire concurrence et relativiser le poids de l'économie américaine. Donc il nous considère comme des rivaux au même titre que les Chinois. Et son grand rêve, en vérité, c'est de faire une alliance avec Poutine, sur le dos, naturellement, des Ukrainiens, mais en vérité, sur le dos de toute l'Union européenne. Face à cela, que peut faire l'Europe ? Ah ben écoutez, c'est très simple. L'Union européenne, aujourd'hui, a véritablement pris conscience du danger énorme qui pèse sur nous, parce que si demain nous étions privés du parapluie nucléaire américain, comme nous n'avons toujours pas de défense commune, nous serions... je vais le dire, nous serions à poil, nous serions tout nus. Nous serions tout nus. Et depuis quelques semaines, en vérité, ça monte depuis 2-3 ans, mais depuis quelques semaines, il y a vraiment une panique dans les capitales européennes. Il y a une panique. L'Europe est en panique face à la possible réélection de Donald Trump ? Non seulement face à la possible réélection de Donald Trump, mais face à la possibilité que nous soyons totalement démunis de défense. Moyennant quoi, il y a une mobilisation générale qui devient véritablement impressionnante. Tenez, je vous ai apporté... Est-ce que vous allez nous sortir de votre poche ? Je vous ai apporté, c'est une citation du chancelier allemand qui déclarait lundi: une défense forte a aussi besoin d'une base industrielle solide. Et c'est ce qui se produira si nous, les Européens, mettons en commun nos commandes, si nous mettons en commun nos moyens, et si nous donnons ainsi à l'industrie des perspectives pour les 10, 20 ou 30 prochaines années. Vous vous rendez compte ? C'est le chancelier allemand, un chancelier social-démocrate, qui déclare ça alors que l'Allemagne est fondamentalement pacifiste. On voit que c'est depuis effectivement 45. un changement radical. Vous parliez de l'Europe, on parlait de l'Europe. Dans quelques mois, il va y avoir les élections européennes. Vous faites partie du groupe Renew, qui regroupe les soutiens notamment de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. On le voit dans les sondages en France pour l'instant. Le Rassemblement national caracole en tête. 10-12 points derrière, on trouve la liste de la majorité qui n'a toujours pas de candidat. Non. Vous n'êtes pas un peu à la traîne ? Si, complètement. Mais j'espère qu'on va rattraper. Mais oui, effectivement, nous avons perdu du temps. À quand je un le déplore. À quand un candidat ? Mais écoutez, je ne sais pas, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais j'aimerais que nous ayons un... Vous savez, c'est pas un candidat, c'est une tête de liste, parce qu'il y a une liste, et c'est ça les candidats. Non, on va rattraper ce temps perdu. Mais écoutez, il y a eu un agenda de politique intérieure qui était le changement de gouvernement, la formation du gouvernement. Mais oui, nous avons perdu du temps et je le déplore. Quel est le profil idéal pour cette tête de liste ? Un Européen convaincu. Je crois que c'est absolument fondamental, et quelqu'un qui connaisse bien les dossiers prioritaires de l'Union européenne aujourd'hui, c'est-à-dire notamment les questions de défense. Vous êtes candidat, vous, pour être tête de liste de la majorité aux élections européennes ? Écoutez, si on me le propose, je ne le refuserai certainement pas. Certainement pas.
Candidat, vous savez, c'est toujours difficile de se déclarer candidat. Mais ce que vous nous dites, c'est oui, je suis candidat pour mener la liste. Non, je vous ai dit, si on me le propose, j'accepterai volontiers, je relèverai le défi, parce que ce sera un défi. Donc vous êtes bien candidat, merci de nous l'annoncer ce matin en Quête Vérité sur France 2. Ces élections européennes, on le sait, ça pourrait marquer aussi un vrai tournant dans la composition du Parlement européen avec des forces d'extrême droite qui veulent s'allier et qui pourraient jouer un rôle très important pour faire des majorités. Ça vous effraie, ça ou pas ? Écoutez, je le déplore évidemment. D'un autre côté, je ne suis pas plus effrayé que cela parce que les extrêmes droites sont fondamentalement divisées, au moins entre deux courants au Parlement européen. Vous savez qu'il y a deux groupes politiques d'extrême droite. Il y a d'une part Identité et Démocratie, où on retrouve principalement le Rassemblement national de Madame Le Pen, et l'extrême droite allemande, vraiment des néo-nazis. Ouais. Et puis d'un autre côté, il y a le groupe ECR, qui est un peu, je dirais, moins radical, où on retrouve notamment Madame Meloni, la chef du gouvernement italien. Merci beaucoup Bernard Guetta. Bernard Guetta, qui nous a donc annoncé ce matin... Non, je ne vous ai pas qu'il était prêt à le mener la tête de liste pour la majorité, si on lui demandait. Voilà. Beaucoup à tous les deux. Moi aussi, j'ai retenu ça. Bernard Guetta, candidat à la tête de liste de la majorité pour les européennes. Merci aussi à Jérôme Bourgeois pour les signes. Merci.